Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le retour du nini appliqué à la réforme des retraites. Emmanuel Macron fait sienne cette formule politique popularisée par l'ancien président François Mitterrand. Ni retrait, ni référendum, c'est ce que devrait répéter le chef de l'État à la télévision, prise de parole à 13 heures aujourd'hui. Il l'a déjà dit hier soir devant les parlementaires de la majorité réunis à l'Élysée. Inflexible jusqu'au bout, Jacques Seray, quitte à rajouter encore un peu d'huile sur le feu avec une petite phrase qui fait déjà polémique. Oui, Emmanuel Macron persiste et signe. Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose si on veut être respectueux de nos institutions, insiste-t-il au sujet du 49.3. À la sortie, le patron des députés Horizon, Laurent Marcangeli, salue sa détermination. Le président de la République a voulu surtout aujourd'hui parler de l'avenir. Et je vais vous dire, le soleil se lèvera. Il y aura d'autres histoires, il y aura d'autres combats, il y aura d'autres réformes. Et c'est ce qu'il a voulu dire aujourd'hui. Opération remobilisation des troupes, alors que beaucoup de ces parlementaires avaient fait part de leur souhait d'aller au vote. François Patria, le président des sénateurs macronistes, liste les objectifs transmis par le président. Reprendre le contact avec les forces vives de ce pays, reprendre le contact avec les forces syndicales, avec les citoyens, apaiser le débat et retrouver une forme à la fois de dialogue et d'action. Apaiser le débat ou pas, pour Emmanuel Macron, la foule qui manifeste contre la réforme des retraites n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Une phrase qui fait bondir de nouveau les oppositions. Jacques Seray du service politique d'Europe 1, réunion des parlementaires de la majorité à l'Élysée, réunion des cadres des Républicains au siège du parti rue de Vaugirard, ambiance explication de texte au lendemain de la motion de censure votée par 19 élus LR. Alexandre Chauveau, un homme concentre toutes les critiques, c'est le député du Lot, Aurélien Pradier. Oui, accusé de taper davantage sur son parti que sur les oppositions, il faut que tu ailles au bout de ta logique, lui intime la députée Michèle Tabarou. Quel est ton projet lui demande simplement Éric Ciotti. Face au cadre du parti, Aurélien Pradier se défend de toute aventure personnelle. Je suis dans cette famille et personne ne m'en sortira, clame le député du Lot. Reste que l'avenir du parti est clairement posé. Qu'est-ce qui nous unit réellement, s'interroge un participant. Deux lignes s'affrontent ainsi en interne. D'abord les partisans d'une clarification définitive, quitte à exclure les dissidents. Il vaut mieux se séparer si on ne peut pas travailler ensemble, résume Gérard Larcher. Quand d'autres veulent croire qu'un avenir commun est encore possible, la retraite a cristallisé beaucoup de tensions, analyse un conseiller, convaincu que les prochains textes feront davantage l'unanimité. Tous s'accordent enfin pour mieux préparer les prochains projets de loi et convenir en amont d'une position commune. Un constat qui fait sourire autant qu'il désespère un stratège pour qui la réforme des retraites était le dénominateur commun de la droite depuis des années. Alexandre Chauveau, et ce matin dans le Figaro, l'ancien pensionnaire de la maison LR et ex-premier ministre d'Emmanuel Macron propose la formation d'une grande coalition pour stabiliser le jeu politique et éviter l'impasse. Entretien d'Odor Philippe accordé au Figaro ce matin, le maire du Havre suggère à la majorité une alliance de circonstances qui irait des LR justement jusqu'aux élus de gauche qui ne se retrouvent pas dans la NUPES. Pendant ce temps-là, les blocages et les manifestations se multiplient à la veille d'une nouvelle grande journée de mobilisation syndicale Une demain. réquisition sous tension des grévistes du dépôt de carburant de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône face à l'aggravation des pénuries dans le département. Près de la moitié des stations-service de Marseille à sec ce matin. Plus de sans-plomb, plus de gasoil. C'est le cas de 6% des stations sur l'ensemble du territoire. Manifestation encore dans les principales métropolières avec des heurts à Paris. Une centaine de personnes ont affronté les forces de l'ordre. Alors est-ce le bon moment pour supprimer le fameux bouclier tarifaire sur l'énergie en vigueur depuis un peu plus d'un an? Le Conseil d'analyse économique et sociale se pose la question. Une petite musique qui monte sur fond d'environnement économique défavorable. Il y a les secousses sur les marchés financiers. Il y a la remontée des taux directeurs opérés par la Banque centrale européenne. S'endetter va coûter de plus en plus cher à l'État. Raison de plus pour sortir du bouclier tarifaire sur l'énergie, Baptiste Morin. Oui, le bouclier tarifaire a bien répondu à l'urgence, mais il coûte très cher sans inciter à réduire la consommation. Camille Landais, président délégué du Conseil d'analyse économique. Aujourd'hui, il faut d'abord sortir du bouclier tarifaire parce qu'il est très très mal ciblé. Il donne de l'argent ou il procure de l'assurance contre l'évolution des prix à des gens qui n'en ont pas nécessairement besoin. Et deux, il est fait de telle manière qu'au lieu de ne faire que protéger, il protège et il réduit les incitations à diminuer sa consommation énergétique. Parallèlement, le CAE préconise une réforme en profondeur du marché européen de l'énergie. Celle-ci doit atteindre 3 objectifs: la décarbonation, la garantie de l'approvisionnement, mais aussi des prix raisonnables. Et pour ce qui est du futur bouclier tarifaire, une prochaine note du Conseil d'analyse économique en mai doit esquisser des pistes. Le nouveau dispositif pourrait ressembler à ce qui a été décidé pour le carburant. Après des remises généralisées en fin d'année dernière, le gouvernement a préféré au 1er janvier une aide conditionnée au niveau de revenus
et à l'utilisation d'un véhicule pour aller travailler. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. L'actualité internationale dominée encore ce matin par la visite d'État du numéro 1 chinois Xi Jinping en Russie. Pékin et Moscou scellent leur rapprochement à l'occasion d'une déclaration commune. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont bien sûr parlé de la situation en Ukraine. La Chine propose toujours sa médiation pour sortir du conflit. Les deux dirigeants ont également célébré le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. L'initiative chinoise pour la paix en Ukraine est une base pour un règlement pacifique du conflit, a estimé Vladimir Poutine, qui a ajouté cependant que la balle est désormais dans le camp de Kiev et des Occidentaux, qui l'accusent de ne pas vouloir dialoguer avec lui. Le sommet sino-russe n'a débouché sur aucune avancée concrète concernant l'Ukraine. Il a surtout servi à démontrer la solidité des relations entre les deux pays. Écoutez Xi Jinping, le président chinois, à l'issue de cette rencontre. Nous avons signé une déclaration commune pour approfondir notre partenariat global et notre engagement stratégique alors que nous entrons dans une nouvelle ère. Et une déclaration conjointe sur le plan de développement de la coopération économique sino-russe jusqu'en 2030. Et dans cette déclaration commune aux accents de guerre froide, les deux dirigeants ont aussi vivement attaqué l'Occident, accusant les États-Unis de saper la sécurité internationale et exprimant leurs préoccupations face à la présence croissante de l'OTAN en Asie. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Allez, pour terminer ce journal, focus sur ce qui sera peut-être la planche de salut des restaurateurs qui ont tant de mal à trouver des serveurs, notamment les robots. C'est très sérieux et ça existe déjà. Et 200 000 emplois sont non pourvus. On vous en a beaucoup parlé sur Europe 1 de ce manque de main-d'œuvre. Il y a peut-être effectivement un début de réponse avec, des robots serveurs. Il y en aurait déjà 2000 un peu partout en France. Geoffrey Branger s'est rendu dans la région parisienne dans un restaurant qui s'en est équipé. Reportage. Peanut, intelligente et adorable. Je suis si douée pour livrer des repas. Peanut est la dernière recrue de ce restaurant asiatique. Depuis 2 mois, ce petit robot de 1,20 m passe dans les allées pour apporter repas et boissons aux clients. Voici votre nourriture. Veuillez prendre les plats sur le plateau 1. Bon appétit. Patrick est un habitué de ce restaurant. Il aime bien ce robot, mais selon lui, il ne doit pas remplacer les humains. Quand c'est le rush dans le restaurant, ça peut soulager les employés et apporter, on va dire, une main-d'œuvre supplémentaire. Après, il ne faut pas que ça soit non plus au détriment de la main-d'œuvre employée pour pas qu'il y ait d'automatisation comme on peut le retrouver dans les supermarchés au niveau des caisses. Un robot très important pour le bon fonctionnement de l'établissement, comme l'explique Olivier, le patron. Il peut être utile 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il ne se met pas en congé, il n'est jamais malade. Si on est deux à travailler, avec un robot en plus, ça nous évitera à payer un salaire en plus, ça nous aidera à payer moins de charges. S'il ne remplace pas totalement un serveur, ce petit assistant permet au moins d'alléger sa charge de travail et donc potentiellement de mieux le fidéliser. Tâche accomplie. Peanut se met en veille. Ça fait quand même un petit peu bizarre. Oui, cette voix, effectivement. C'est vrai qu'en tout cas, on a s'y habitué. Effectivement, mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir de serveur du tout. Merci beaucoup Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure.